puis On commence. on n'a pas, on n'a pas eu l'occasion de se revoir après. Mais en effet, je me souviens très très bien de lui. Malheureusement, j'ai perdu sa carte et puis on n'a pas réussi à se joindre. Mais en effet, je me souviens qu'il avait des projets en hydrogène aussi, oui. Alors, il va venir ce samedi faire un rendez-vous chez nous en Allemagne. Oui, Mais en gros, je me rappelle qu'à Genève, il avait présenté une machine pour produire de l'hydrogène à base du soleil, tout simple. Ils oui, condensent la lumière du soleil, ils injectent cette lumière condensée sur je crois que c'était de l'eau, oui, un jet de vapeur à haute pression. Et en oui. gros, quand ce jet est tapé par, les molécules sont tapées par cette lumière condensée, la Oui, molécule s'ouvre. Donc, je crois que c'était une machine avec 12 brevets ou un truc pareil. ouais, ouais. Et lui aussi m'avait parlé qu'en fin de compte, les moteurs à combustion, on peut très facilement changer deux, trois trucs et en fin de compte, Mhm. changer le fuel avec l'hydrogène. Ouais. Ah bah, nous, on Euh, a une moto qui tourne comme ça. et apparemment, c'est un bon rendement, c'est un extrêmement bon rendement. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que, en fait, on parle beaucoup de piles à combustible avec l'utilisation de l'hydrogène, mais en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le moteur à combustion, quand on le met sous charge, hein, donc en fait, faut Oui. appuyer sur l'accélérateur, et bien, à ce moment-là, il a un meilleur rendement que la pile à combustible. Qui, elle, a quelque part l'effet inverse. C'est qu'en fait, quand on ne la charge pas beaucoup, elle a un bon rendement, mais plus on augmente la charge, plus le rendement dégringole, diminue. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, en fait, il y a des perspectives. L'hydrogène, c'est quelque chose qui brûle très, 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 très facilement. Mhm. Et en fait, il y a eu tout un travail qui continue d'ailleurs d'apprivoisement finalement de cette combustion rapide et puis qui fait que on a une toute petite équipe, hein, mais je veux dire quand il y a un motoriste de Formule 1 qui est dans le coup, ça va à toute vitesse. Et Mhm. puis ils ont découvert plein de pistes pour non seulement le premier objectif, c'est d'arriver aux mêmes puissances que le moteur de base. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'aller optimiser le rendement derrière. Donc ça, c'est un point qui est important. Une Bonjour minute, Florian. je vous rends Florian, qu'est-ce qu'il nous fait? muet et puis après, chacun demande, d'accord? Pour pas Ouais, bonjour, ouais, désolé pour le retard. Là, je suis avec Théo à côté. On est au Fab Lab, je suis désolé pour le retard. pas de problème. Il y a Théo juste derrière moi, là. Salut. Alors, on se présente de nouveau. Tu connais pas peut-être tout le monde. Bonjour. C'est Milena et Jérémy. Jérémy, tu connais? Oui. Oui? Ça va? Oui, oui, oui. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Ça Bah, c'est la va? team Super France, quoi. Super France. En fait, c'est la Suisse de cœur. Ouais, carrément. La Carrément. petite Suisse. Alors, oui. Donc, il y a Florian et Théo qui est derrière lui. On était en Ouais. train de faire un peu le tour de nos destinations bleues actuelles pour le mettre en nom. Mais à partir de la physique, et c'est pour cela que c'est Vincent qui a commencé pour raconter l'aventure de l'hydrogène fait avec le gruyère de Fribourg, n'est-ce pas? D'accord. Il faut continuer une tour, la présentation. Quand, je me rappelle que quand Vincent a voulu s'inscrire, il n'y avait plus de place. Alors je dis, écoute, je suis dans une équipe, etc. Mais je vais faire quand même, comme tu viens de montrer, je vais te faire une place pour toute la séance, toutes les séances, mais c'est une séance pour chaque tranche de public. Alors je crois que tu es resté toute la journée, n'est-ce pas? Et c'est donc qu'on a gardé le contact après, puis j'ai appris qu'il était... Parce que dans l'organisation, quand tu es dans l'organisation, tu ne comprends pas très bien ce qui se passe en dehors de l'organisation. C'est-à-dire, ça prend beaucoup la tête. Alors donc, je savais qu'il était enseignant quelque part et je ne me rappelais plus. Et un jour, je ne sais pas comment, on se trouve avec des emails. Je dis oui, d'accord, on fait ça.
Et donc, on a gardé ce contact, mais on n'a pas fait grande chose depuis l'année dernière. Alors, comme avec vous autres, c'est-à-dire Théo, Guillaume et Jérémy, je me suis vue un peu plus, je dis ça serait quand même intéressant de faire le point parce que là, je suis en pleine réformulation de mon projet qui était aux Canaries, là où le volcan nous a mis à la porte, n'est-ce pas, sur La Palma. Et maintenant, ce projet de destination bleue, il est plutôt en Catalogne, hein? C'est-à-dire dès que je pourrai avoir un peu de ressources pour partir en Espagne, j'irai vraisemblablement dans une région de la Catalogne qui s'appelle le Maresme, qui est près de quoi? C'est près de Calais, c'est près de Barcelone, c'est entre Barcelone et Gérone, un endroit qui est la montagne, mais tout près de la mer quand même. C'est un endroit extraordinaire, un biotope incroyable, où il y a beaucoup de possibilités. Et là, j'ai des amis qui sont partis du projet de l'éco-village, hein. C'est ça que je voulais expliquer aussi. La raison par laquelle on était parti au mois de septembre à La Palma, c'était pour faire déjà là un projet d'une maison. On avait trouvé une maison par 80 000 euros, mais très facilement à payer, n'est-ce pas? Qui était parfaite, hein. Elle avait de la place pour tout faire, l'énergie renouvelable, tout, tout, tout. Et bon, avec les volcans, l'annonce est disparue, etc. Et bon, on a dit, bon, c'était pas là l'endroit. Et maintenant, les mêmes amis sont du même groupe de la permaculture intégrale, c'est-à-dire c'est des gens qui s'occupent de l'utilisation des eaux résiduelles des maisons, tout, ils font tout. Il y a un projet qui s'appelle la maison intégrale. Après, je vais vous envoyer un petit résumé pour dire de quoi. Et ils font tout, ils font ça avec le privé, avec les écoles et avec le gouvernement local. Donc, c'est des partenaires extraordinaires. On essaie de faire d'avoir un endroit pour vivre près, mais pas ensemble parce qu'ils sont déjà très avancés dans leur projet. Mais donc, dans quelques mois, peut-être au cours de cette année, où je loue la maison, où je vends la maison ici, cela dépend de ce que je pourrais faire. Et je vais me déplacer vers l'Espagne. Pas beaucoup de raisons, n'est-ce pas? Mais de toute façon, c'est toujours Florian et Théo, et Guillaume aussi, mais c'est destination bleue, d'accord? Où que ce soit, ça sera destination bleue, mais il faut d'abord arriver sur le terrain et voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y en a pas pour décider où investir. Dans ma tête, là, un bon projet prototype, c'est champignons, champignons, les eaux, etc., l'énergie, mais l'élevage de poissons autosuffisante. On a un très bon projet au Brésil développé déjà avec un ami qui est, disons, les mains de Gunther au Brésil, s'appelle Lucio Bruch. Peut-être Guillaume le connaît, n'est-ce pas? Lucio? Non? Bon, Lucio. Non, 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 je le connais pas, Lucio. J'ai pas eu de contact avec j'ai pas eu trop de contact avec le Brésil, moi. C'était plutôt Ah, Japon d'accord. Bon, et Colombie. d'accord. Lucio, il est de profession, comment on dit, physique ou physicien? Physicien? Physicien qui fait la physique Ouais, parce que physicien en anglais, c'est médecin, n'est-ce pas? Alors, je ne savais pas. oui. Physique, mais il a une maîtrise en gestion de projet. Donc, il est un homme des projets accomplis, de résultats, OK? Mhm. Donc, c'est un complément idéal pour Gunther, parce que Gunther, il s'envole avec son, comment ça s'appelle, son, Parapluie? non, non, c'est pas son parapluie, c'est le yo-yo. Comment on appelle là, le yo-yo? Kite, son kite. Son kite, Non? il s'en va avec son kite et on reste là, d'accord? Donc, Lucio, c'est un partenaire formidable parce qu'en plus, il est au Brésil. Il m'a permis aussi de faire de petits projets. On a un prototype. Le 3, c'est champignons, c'est spiruline, c'est-à-dire l'algue bleue, champignons avec élevés avec des, disons, déchets, entre Résidu? guillemets, de Ouais. raisin, etc.
et d'autres choses, et l'élevage des poissons organiques autosuffisantes, c'est-à-dire ça prend 2 ans pour que ça devienne autosuffisante, mais pour moi, ça, c'est un très, très bon exemple d'économie radicale locale. Radicale locale, c'est une expression que j'ai offerte à Gunther. Il a accepté, mais je ne sais pas s'il est très intéressé dans le radical local. Il paraît être plus dans le global, n'est-ce pas? Mais de toute façon, le radical local, pour moi, c'est très important. Et on va commencer ça en Argentine, à Mendoza, dans un petit vignoble que j'ai et qui va être abandonné par la personne qui le soigne parce qu'il est vieux, il veut prendre sa retraite. Donc, j'ai la possibilité d'avoir de jeunes gens qui veulent occuper le vignoble et faire beaucoup de choses là-bas. Donc, ça, c'est les possibilités que j'ai, n'est-ce pas? Les autres possibilités, je crois que vous connaissiez déjà, sont mes monnaies qui sont là, mes monnaies bleues, toutes les monnaies bleues que j'ai qui sont en Amérique latine, 5 à 10, parce qu'il y en a qui sont plus petites et qui ne sont pas encore sur blockchain, mais qui sont déjà là, c'est-à-dire qui marchent. C'est-à-dire, elles ne marchent pas encore sur blockchain, mais ça n'a rien à voir, ça. Elles peuvent exister même si elles sont dans d'autres plateformes et même en bois. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ça, c'est 4 de mes 5 monnaies. C'est la monnaie de l'Argentine, de l'Uruguay, de la Colombie et de l'Équateur. Et donc, il y en a 5 qui marchent. Il y a 5 autres qui sont dans l'étape papier parce que c'est des communautés indigènes, etc., qui ne sont pas très amis avec les billets. Non, avec l'ordinateur, avec le portable. Donc, ils veulent des monnaies en papier et je sais faire ça bien aussi, assez bien. Donc, notre idée, Florian et Théo, c'est qu'on se partage simplement tout ça pour dire, nous qui étions, disons, des héritiers de la Super France, de la Suisse de cœur, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut se renforcer mutuellement, n'est-ce pas? Bon, Jérémy, tu veux, toi? J'y suis, mais je pensais qu'aujourd'hui, on allait parler hydrogène surtout, non? Non, on va parler de tout, comme ça, on sait après comment on peut aller. Après, on peut faire le tour de l'hydrogène pour voir Ok. Ça va? Bon, rapidement, alors, Jérémy et Milena. Milena, psychologue, coach. Moi, je suis, économiste. On a créé une agence il y a 5 ans dans la durabilité. On a fait plein de projets. On ne va pas parler de tous les projets là maintenant. En gros, en ce moment, on commence un peu de plonger dans tout ce qui est énergie et ce qui concerne le sol. Et donc, aujourd'hui, ça va être super intéressant pour nous, surtout quand ça parle d'hydrogène. Moi, j'ai un grand cœur pour les moteurs à combustion. Si on me dit qu'on peut trouver un moyen de faire tourner ces moteurs pendant plus longtemps, ça me ferait un grand plaisir. Donc, ça, c'était la version short. Et je passe la parole à Florian. Mais non, il faut que tu ajoutes un tout petit peu Non. c'est que vous faites maintenant avec les champignons en Allemagne. Les champignons. Okay. Alors, un projet qui passe par le sol, c'est les champignons. Donc là, en Allemagne, on a reçu un financement de base pour faire un pilote. Donc là, on va prendre des substrats qui sont regardés un peu comme du déchet aujourd'hui. Donc, on va prendre surtout de la pomace de vin. On va produire avec cette pomace de vin un substrat à champignons. On va faire des champignons et avec tout le reste qui reste, tout le substrat, on va produire de la terre apréta. Donc, en gros, un sol hyper fertile. Ça va nous prendre à peu près 1 an pour prouver ce concept. Et une fois qu'on a la preuve, on fait un deuxième tour d'investissement. Et là, on va lancer une grande production. Je ne sais pas encore dans quel pays. Ça peut être la Suède, ça peut être le Luxembourg, ça peut être la France, ça peut être la Suisse, qui sait. Mais en gros, je viens juste de lire un livre qui s'appelle Révolution Humus. Je ne sais pas, humus, on dit ça en français, Guillaume? Ouais, on dit ça en français. Humus. Et en gros, ils expliquent qu'on peut tellement stocker de carbone dans le sol que dans 10 ans, il n'y a plus de problème si on fait les bonnes choses.
Donc, je pense que ça, c'est un des domaines les plus importants pour le futur, quoi. Le sol et l'énergie. Donc, ces deux piliers-là, ouais. Est-ce qu'il y avait tout alors? Ça va, c'est bon le C'est tour. bon, c'est content. Validé. Ouais. D'accord. Alors, on passe à Guillaume. Guillaume? Oui, oui, ouais, pourquoi pas. Du coup, Guillaume, que dire? Moi, je travaillais pendant 2 ans donc avec Gunther. Donc, c'est pour ça qu'Héloïsa me demandait un petit peu est-ce que j'avais eu contact avec telle ou telle personne qui gravite autour de Gunther. J'ai été assistant auprès de Gunther. Ensuite, j'ai été aussi impliqué dans différents projets, notamment 2 où j'étais plus particulièrement proche. Le premier, c'était Coffee Pixel, donc c'était le café comestible qui était là donc à Super France et Suisse de Cœur. Et le second, c'était donc au Japon, on avait le bateau de l'ex-fondation Race for Water, qui est donc qui était une fondation suisse, qui est devenue maintenant Mrs. Porima, qui est donc un bateau avec de l'hydrogène à bord, pile à combustible par contre, et donc une production d'hydrogène qui est faite à partir des cellules photovoltaïques, et puis la possibilité de recharger des batteries et les réservoirs d'hydrogène en permettant au bateau en fait, d'être tracté par la force mécanique d'un cerf-volant. Et donc le bateau devait en fait s'arrêter à différents endroits au Japon, et malheureusement tout a été annulé avec le Covid. Mais voilà, j'étais au Japon et je devais faire l'interprète entre les Japonais et les Français, quoi. Du coup, aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. J'ai monté mon entreprise. Et l'idée de cette entreprise-là, en fait, c'est de fabriquer des systèmes qui soient le plus proche du vivant possible, avec cette notion d'autopoïèse, c'est-à-dire de capacité de se régénérer et de se recréer, en fait. Parce que je pense que c'est ça qui est un peu la clé pour que le vivant se perpétue et puis créer de la résilience. Et donc, en fait, on attaque avec des projets qui sont essentiellement dans l'agricole, donc recréer un petit peu des écosystèmes qui soient à la fois nourriciers et puis, comme le disait Jérémy, qui régénèrent le sol et qui soutiennent les communautés locales. Donc, il y a un premier projet à Poitiers qui démarre là en mars. Et on a notamment 2 cours d'eau sur la parcelle avec peut-être un petit moulin, etc. Enfin voilà, il y a des choses à faire. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, Et tu merci écris un Guillaume. livre aussi. Oui, oui, j'ai écrit un livre, je fais quelques autres trucs à côté. Ouais. Ça va être bon. Après, on écrit le site web là sur le chat, comme ça, je partage après ça avec vous, d'accord? Et aussi, je trouve que c'est très bien, j'ai vu ta vidéo avec Idriss et c'est très intéressant. Alors, si tu m'autorises, je la mets à disposition aussi des autres. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça va? C'est là pour ça. D'accord. C'est bon. Florian, ça va? Ouais, ben Florian, il est parti. En fait, on était en extérieur là. Oui. Il est parti pour Alors, arriver dans 2 ouais, minutes et on était sur le retour pour aller se mettre au chaud. non, mais c'est bon, parle d'eux, quoi. Voilà, ouais. Du coup, là, on est du coup à Clamecy avec Florian et Nicolas, où on animait l'association Destination Bleue. Et pour ma part, je me suis un peu retiré du jeu là ces derniers mois. En fait, on s'est retrouvé avec beaucoup de demandes pour justement accompagner les gens à activer des terrains. Le problème, c'est que voilà, chaque demande est différente, chacun a son imaginaire du monde d'après. Et donc, pour ma part, là, je suis dans l'optique de créer une coopérative qui va justement permettre de vendre des biens et des services pour faciliter l'accès à un monde meilleur. Donc, ça va passer par des ventes de dômes en acier avec une personne qui s'appelle Thomas, qui est ici dans la Nièvre. Donc lui, c'est des dômes qui peuvent ensuite être utilisés pour faire des pergolas de fruits, pour faire des spirulineries, des champignonnières. Et l'idée, c'est que voilà, on puisse en même temps, avec la coopérative, diffuser des souches de spiruline, de kéfir, du mycélium, enfin tout ce qu'il faudra, même si on ne fait pas de marge dessus sur certains produits, pour permettre aux gens de répondre à des besoins.
Ça peut être aussi pour venir créer des mares chez les gens ou des terrassements. L'idée, c'est d'être en lien avec des fournisseurs qui, eux, vont vendre le fait de venir chez les gens avec une mini-pelle pour creuser une mare et donc augmenter de 30% la biodiversité, d'augmenter la luminosité du terrain, donc finalement la photosynthèse des plantes. Et tout ça, c'est mis à disposition. Donc voilà, c'est que le début. Pour l'instant, c'est une intention. Et à côté de ça, j'ai beaucoup appris à me connaître ces derniers temps et du coup, je ne souhaite plus m'investir dans des projets de long terme. Je suis quelqu'un de très instable et je suis bien avec ça. J'aime bien la manière dont je fonctionne. Du coup, j'aimerais plus m'impliquer dans les économies de façon très temporaire, comme des missions. C'est-à-dire que j'aime me mettre à fond dans quelque chose pendant un mois et demi, et puis après, je veux faire complètement autre chose. Donc, c'est pour ça que le modèle de la coopérative pourrait correspondre, c'est pour ça que je l'imagine. Et puis, sinon, on est rentré en lien avec pas mal de gens qui travaillent sur l'eau et qui mettent des produits à disposition pour les exploitations agricoles, les collectivités, pour venir augmenter les productions, dynamiser l'eau. En tout cas, les résultats qui sont obtenus sur les huîtres et sur les comportements des animaux, des bœufs notamment, c'est vraiment spectaculaire, quoi. Juste par des ondes de forme et 2-3 flashs lumineux. Enfin, voilà, l'eau est un grand sujet. Je pense que l'eau doit revenir également de plus en plus dans vos conversations, ou pas, je ne sais pas. Enfin, voilà, pour ma part. C'est bien, ça montre un peu, je crois, la diversité et les points communs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je trouve que ça, au moins à moi, ça me donne un peu l'idée de par où, disons, avancer. C'est-à-dire, si jamais en Espagne, j'ai besoin de ça, je sais que Théo peut venir en Espagne pour faire ça, etc. Et savoir exactement à quoi il se dédie actuellement, ça, c'est pas mal. Et je trouve que c'est pareil pour Jérémy. Malheureusement, l'Argentine, elle est encore dans une situation très, très peu stable. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Du point de vue de la politique, c'est très compliqué, mais je vais quand même voyager pour faire de petits projets dont je vous parlerai après, qui sont avec des gens, peut-être tu connais, Guillaume, les gens qui ont travaillé, deux Français, Julien et qui ont travaillé avec Gunther en Argentine, sont des Français, tu connais? Parce qu'ils Il ont... me semble que Gunther m'en avait parlé, mais là, c'était peut-être plus vieux que ce que moi j'ai connu. Oui, non, c'est avant ton arrivée. De toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà un petit prototype. J'ai deux prototypes en Argentine, un pour la région rurale et un autre pour la région, disons, urbaine. Pour la région urbaine, il y a des bidonvilles. Je travaille avec de jeunes gars qui sont sortis des programmes de drogue lourdes, enfin du crack et des choses comme ça, bien moches, et qui maintenant sont bien et travaillent avec la récollection de plastique, mais pas pour vendre tel que plastique, mais pour inventer de petits prototypes, de faire la couverture pour les paviments, pour les rues, comment on appelle le goudron, n'est-ce pas? Il y a une formule goudron en plastique, etc. Et en même temps, ils ont les deux possibilités et on essaye de le mettre les deux. Ils apprennent à faire la programmation et aussi une activité manuelle parce qu'apparemment, ça le tombe très bien pour leur traitement. C'est-à-dire, ils ont besoin de contact avec le concret. Donc, on fait un peu ça avec... déjà, ça, c'est déjà lancé, n'est-ce pas? Et évidemment, je continue avec les monnaies. Mais donc, si vous voulez, on peut faire un deuxième tour en disant ça. Ça, c'est un peu, on a un peu dit ce qu'on offre. Je crois qu'à un moment donné, j'avais dit à Vincent, n'est-ce pas, comme il est enseignant, comment s'appelle l'école où tu travailles, Vincent? J'ai pas trouvé le nom. Qu'est-ce que ça veut dire, les C'est symboles? l'école d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg. D'ingénieur et architecture de Fribourg.
Alors, Voilà, oui. oui, je disais que d'après mon expérience avec le développement de... En fait, c'est-à-dire après mon expérience très, très ancienne, c'est-à-dire de travailler avec le pauvre pour découvrir qu'ils ne sont pas pauvres, mais pour découvrir qu'ils sont riches, mais ils n'ont pas la bonne façon de penser et de faire des exploits sur l'environnement. Et donc, ça, je fais ça depuis longtemps, mais depuis 25 ans, je fais ça en Amérique latine, surtout avec le monnaie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le vrai enjeu de la monnaie n'est pas la monnaie, et le paradigme de l'abondance, c'est-à-dire, c'est montrer ce qu'on ne voit pas. Et à mon avis, tout le secret de l'économie bleue comme approche, est exactement cette approche-là. Tu ne peux pas mettre en œuvre un élevage de champignons, de spiruline ou même le kite si tu ne sais pas voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, à mon avis, la mission, la fonction de la science, de la connaissance scientifique est celle-là, et la mission de mettre aux mains, aux gens qui en ont besoin, qu'ils ont beaucoup plus de ressources. Et je vais vous donner un exemple d'hier, avant-hier, dans un de mes derniers cours. Enfin, je fais un programme qui a 6 séances qui sont hebdomadaires, n'est-ce pas? Chaque semaine, on a une séance de 2 heures. Et dans la dernière séance, on a rapproché un groupe. Et pour faire la conclusion, c'était la constellation familiale, c'est-à-dire il y a cette approche de la psychologie de Bert Hellinger que vous connaissez sûrement, n'est-ce pas? Comment on soigne les liens endommagés, les liens primitifs au sein de la famille ou pas, mais ça, en général, c'est de là que ça part. Et le bagno seco, c'est-à-dire comme la toilette sec, c'est-à-dire les toilettes sans eau, le WC sec, n'est-ce pas? Et c'est donc les gens, tout le monde qui était là était intéressé à la fois par une économie du soin, que c'était comment on peut traiter les liens profonds endommagés, à la fois que comment on peut traiter ce que la fille appelle notre or liquide, c'est-à-dire comment transformer ma caca en or, mais un or vrai, n'est-ce pas? En valeur. Et et tout le monde est parti comme ça, complètement, avec un autre visage, différent du virage. En général, je vais prendre des photos à la rentrée et à la sortie. Et c'est toujours comme ça, quand tu rentres sans toi. Quand tu comme ça. Donc, ça fait vraiment... et c'est un peu ce que je suis sûre que quand on s'écoute parler de nos expériences, ça se passe ça aussi. Parce que là, je vois tellement de possibilités que je ne sais pas par où commencer. Alors, je passe la parole à Jérémy. Non, je suis désolé de te couper un peu, Oui, mais je suis super curieux d'entendre la production d'hydrogène à base de gruyère. on y Et va. j'ai à peu près 20 minutes encore, donc je voulais donner la parole à Vincent parce que là, c'est super intéressant et j'aimerais bien en entendre plus. Alors, est-ce que tu pourrais réexpliquer comment gruyère, lait, hydrogène? Ça, je n'avais pas compris encore. Alors, en fait, donc l'idée il vient d'une réunion interdisciplinaire autour d'une belle table, et puis qui nous avait amené donc un biologiste qui fait partie enfin il y a un poste d'innovation dans l'école d'agriculture locale, l'école d'agriculture de Fribourg, avec qui on a commencé à échanger il y a à peu près 4 ans. Avec l'objectif justement de travailler sur de la durabilité et sur de l'interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette école d'agriculture, elle forme des agriculteurs, mais ils sont encore complètement empêtrés dans les paradigmes du passé, en fait, les paradigmes classiques. Et puis, c'est très, très difficile de les faire changer. Et en fait, pour les faire changer, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on commence à cibler un certain nombre de projets qui nous permettent de les sensibiliser à
à faire le virage de la durabilité, à la durabilité et à faire le virage vers la durabilité. Un des premiers projets qu'on a lancé, c'est on a créé une fondation de zymologie et puis dont l'idée, c'était de travailler sur les fermentations. Et puis, comment est-ce qu'on voulait intégrer ça? Ben, c'est comme dit Héloïsa, c'est qu'en fait, à un moment donné, pour intéresser les gens, il faut montrer des pistes. Et puis, la zymologie, ben, en fait, c'était l'idée de donner une plateforme expérimentale qui permet à quelqu'un qui a une idée de recette de fermentation de tel légume ou de tel fruit, etc., ou de plusieurs fruits, de tester cette recette. Alors, il va d'abord la tester dans sa cuisine, mais après, l'idée, c'était de mettre à disposition quelque chose qui est un peu plus grand qu'une cuisine, de telle façon à ce qu'il puisse faire un premier batch et puis tester justement des nouvelles nourritures, des nouvelles choses pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît aux gens, etc. Et donc, c'était de doper l'écosystème. Moi, je suis 100% en ligne avec ce que disait Héloïsa. Le radical local, c'est ce qu'il faut faire. Et quand ça marche bien localement, ben, après, tu distribues la recette. Et puis, si ça marche ailleurs, tant mieux. Si ailleurs, ils prennent l'idée, ils développent un truc, puis ils trouvent une amélioration, ben, ils la partagent à leur tour, ça te revient en boomerang, tout le monde est gagnant. Tu vois? Donc, c'est vraiment dans l'idée de doper le circuit local. Et puis là, donc, on a commencé à mettre ça en place, mais pour l'instant, je dirais, on est un peu bloqué dans le sens où on a des surfaces à disposition, mais maintenant, il faut qu'on trouve un concept d'installation. On est vraiment, si tu veux, dans la réalisation par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu à travers cette première expérience? C'est que quand tu fais parler des biologistes, des mécaniciens, des électroniciens, des informaticiens, des artistes, des peintres, etc., ben, tu crées une espèce d'écosystème où, et même un prof de droit là, au milieu, tu vois, et en fait, tu crées un écosystème dans lequel il y a des idées qui germent. Et puis certaines, ce sera juste une idée qui va se soulever comme ça, puis qui va retomber par terre, puis qu'on va oublier pendant une année, 2 ans, 3, puis tout d'un coup va ressurgir. Et puis tout d'un coup, tu en as une qui part, qui décolle, et puis qui. Alors typiquement, ce qui avait décollé, c'était le biologiste qui s'est dit, maintenant Vincent, dans son labo, il y a une équipe qui s'est formée, qui fabrique des moteurs à l'hydrogène. Et puis, moi, je leur avais dit, le moteur, il n'y a pas de problème, ça, on maîtrise, on voit bien comment est-ce qu'on peut aller de l'avant là-dedans. N'importe quel, j'ai un atelier de mécanique bien constitué sera capable de faire la modification d'un moteur pour pouvoir faire la transformation. Après, les composants, ben, grosso modo, c'est toutes des technologies qui existent. Donc, en fait, en mettant ensemble les choses qui existent, tu arrives à faire cette étape. Mais je leur disais bien, le problème, c'est en fait comment est-ce qu'on fabrique cet hydrogène? Parce qu'on a besoin d'électricité aujourd'hui. Et puis, ben, on sait que l'électricité, ben voilà, tout n'est pas propre dans l'électricité. Si on prenait le cas de l'Allemagne, par exemple, ben, une voiture électrique, elle fait plus d'émissions qu'une voiture à essence. C'est dramatique, c'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Donc, du coup, il a réfléchi, puis il a dit, ah, mais tiens, si on utilisait des phénomènes, des bactéries, etc., on arriverait on n'aurait pas besoin peut-être pas du tout d'électricité, ou peut-être avec un appoint électrique mineur, on arriverait à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a un cluster qui est très, très actif chez nous, qui s'appelle le cluster Food et Nutrition. C'est juste une organisation locale qui regroupe toutes les entreprises qui fabriquent quelque chose qui se mange. Alors, il y a un fabricant de cornichons, il y a des fabricants des producteurs de champignons, il y a tout un écosystème là au milieu. Et puis, ils ont obtenu d'une agence suisse de promotion de l'innovation que tout ce qui concerne les innovations, ils ont reçu comme mission de stimuler les innovations qui sont en lien avec le système, l'écosystème agrofood. Et donc, du coup, il a proposé cette solution, cette idée d'utiliser des bactéries pour fabriquer de l'hydrogène. Et puis, on a gagné le premier prix.
Ok. Et puis le deuxième prix qui a aussi été financé, c'était sur des champignons, justement. Et donc, on a reçu 15 000 francs suisses pour montrer que c'était faisable. Et puis là, on a commencé à se creuser le chaud. On s'est dit, ah bah tiens, flûte, maintenant ça a marché, donc il faut qu'on trouve, faut qu'on trouve une solution. Et tout d'un coup, on est tombé sur un type formidable dans la région du Valais, donc coincé entre les montagnes, et puis qui avait déjà expérimenté, qui a déjà travaillé un peu sur ce sujet. Alors on est allé le voir, il nous a reçus, puis il a dit, mais écoutez, moi j'ai des réacteurs, j'ai déjà l'expérience de faire croître des bactéries, et surtout, il a mis en place un site pilote où dans une station d'épuration, il fait travailler des bactéries dans une station d'épuration pour décomposer justement des trucs qui sont indécomposables, et puis en produisant de l'énergie avec. Donc, on a utilisé son expérience, son expertise et son laboratoire. Donc, en gros, on lui a refilé tout le pognon qu'on avait reçu, et puis pour que lui puisse expérimenter ça. Il nous a sorti des résultats qui étaient géniaux, puis il a dit, bah, écoutez, c'est génial parce que quand on travaille avec le petit lait, on a une meilleure réponse que quand on travaille avec les bouts des stations d'épuration. Donc en fait, c'était vraiment super. Puis pourquoi est-ce qu'on est tombé sur le petit lait? Parce que le petit lait, ben voilà, c'est un déchet. On peut pas le mettre on peut pas l'utiliser comme engrais dans l'agriculture, etc. Et comme en Suisse, on produit pas mal de fromage, ben justement, pour faire 1 kilo de fromage, ben il y a 9 kilos de petit lait. Et puis ce petit lait, ben justement, on peut le donner au cochon, on peut le chauffer pour évaporer l'eau, pour faire une espèce de mélasse, et puis après on refile ça à l'industrie pharmaceutique qui fait Dieu sait quoi avec. Et puis après, on s'est dit, mais finalement, oui, pourquoi pas en faire si on trouve une méthode où finalement il y a un intérêt économique, écologique, de durabilité, et puis qui permet localement de soutenir une économie à l'hydrogène, et puis par exemple qu'il y a des tracteurs qui puissent se propulser à l'hydrogène, les camions de logistique, etc., etc., et ben à ce moment-là, quelque part, ça a du sens. Alors, si ça a du sens, bah, allons-y, quoi. Donc, on est on est sur des processus où on essaye d'identifier des choses qui font sens, et puis on essaye de les soutenir avec une démarche rationnelle, logique, et puis, scientifique. Alors, notre façon de voir la science, c'est comme dit Héloïsa, c'est pour soutenir une démarche folle. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est rationnel, on a déjà essayé, quoi. Et puis, pour beaucoup de gens, le rationnel, c'est de faire ce qu'on faisait, il y a 3 ans, 10 ans, 30 ans, 300 ans, en étant un petit peu mieux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va arranger les choses, quoi. Il faut faire du disruptif. Il ne faut pas avoir peur d'explorer des trucs complètement nouveaux, même si on se plante, quoi. Alors, comment comprendre cette réaction? En gros, on a le petit lait, on a les bactéries. Qu'est-ce qui se passe Oui. exactement pour que l'hydrogène soit séparé euh, de l'oxygène, en fin de compte? Oui, alors bah, en fait, le phénomène classique, c'est l'hydrolyse, où c'est un procédé électrochimique en fait, où on fait passer un courant et puis on crée de l'oxygène et de l'hydrogène. Là c'est un peu pareil, c'est qu'en fait, on va pas utiliser un courant, on va utiliser des bactéries, et puis ces bactéries vont fournir quelque part, vont se substituer à l'électricité. Mais par contre, si tu leur donnes un petit peu d'électricité, ça marche encore mieux. Et c'est ce qu'avait démontré justement ce… Alors maintenant, il ne faut pas s'emballer trop vite. Pour l'instant, on a fait l'expérience dans un petit réacteur comme ça. Mhm. Maintenant, la suite du boulot, ça va être de passer de l'expérience qui marche dans un petit réacteur à quelque chose qui est capable d'absorber le petit lait produit par une laiterie, ou par une laiterie. Alors des laiteries, il y en a des petites, presque enfin pas dans chaque village, mais presque. Et puis il y a la laiterie industrielle où c'est l'usine, quoi. Donc en fait, il y a différents types de laiteries. Et puis on a aussi la chance, c'est qu'on a une entreprise
qui traite aujourd'hui le petit lait, donc en fait qui s'est arrangé pour récolter le maximum de petits laits un peu partout, qui le rachète et puis qui fait cette opération d'évaporation et puis de concentration et puis qui le revend après à l'industrie agroalimentaire. Donc la prochaine étape pour nous, c'est de concevoir une installation pilote qui soit un peu plus grandes, qui permettent de traiter, ici on est peut-être déjà dans des dimensions qui sont de l'ordre du kilo, puis maintenant on doit passer à des dimensions qui sont de l'ordre de 100, 200 kilos pour commencer à voir comment ça se comporte quand tu augmentes la taille de l'installation. Et pour produire 1 kg d'hydrogène, il faut combien d'énergie à peu près? Alors, pour l'instant, écoute, j'ai pas tous ces chiffres en tête parce qu'en fait, moi, c'est un projet que j'ai contribué à lancer et puis je l'ai laissé suivre justement par le biologiste et puis par un collègue chimiste. Et puis, et pour l'instant, j'ai pas encore accès aux résultats, aux résultats finaux. Parce que normalement, je crois, c'est 30 kWh normalement. Est-ce que ça sera à peu près 20, 25 ou la Alors, moitié? pour l'instant, je peux pas encore te dire, hein. Je peux pas encore te dire. C'est super intéressant ça. Oui, oui, tout à fait. Mais écoute, on pourra rester en contact Absolument, absolument. et puis voilà, puis voir comment avancer. J'ai une petite réaction là-dessus. Oui. Alors c'est intéressant, c'est hyper intéressant parce qu'en fait il y a bon, je m'étais intéressé à ça dans le cadre du Covid parce qu'il y a Microsoft en fait qui travaille sur une technologie en fait qui permettrait de créer des molécules de toutes pièces avec une prévisibilité de leur action. Et donc du coup en fait de pouvoir en fait créer le bon Lego qui permet de faire telle ou telle action en relation avec la biologie de tel ou tel organisme. Et donc leur credo c'est de dire qu'en fait grâce à cette technologie là ils vont pouvoir notamment en fait créer une enzyme qui permettait justement d'abaisser le niveau d'énergie nécessaire pour faire cette hydrolyse de l'eau et en retirer l'hydrogène et l'oxygène d'un côté. Donc, j'imagine en fait que les bactéries, en fait, c'est ça qu'elles font. Il doit y avoir une enzyme ou quelque chose qui est sécrété et qui permet justement d'abaisser cette énergie pour commencer à la phase d'hydrolyse. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ça prouve encore une fois que le génie, comment dire, tout ce qu'on voit dans les OGM, etc., tout ça, c'est un peu obsolète par rapport à la diversité de la nature et à tous ces génomes qui existent déjà finalement. Après, maintenant, ce qui me semble hyper intéressant, en fait, ça serait de justement essayer de voir un petit peu d'où est-ce que ça vient dans la bactérie. Est-ce que c'est vraiment une enzyme? Enfin, est-ce que c'est plurifactoriel ou est-ce qu'il y a vraiment une enzyme? Et peut-être justement d'essayer des substrats différents qui vont pouvoir s'adapter à des contextes différents parce que effectivement, le lactosérum, c'est une industrie, je pense qu'il y a déjà quand même pas mal d'acteurs. Je sais qu'il y a donc quand on regarde les usages de l'agro-industrie, effectivement, quand on mange des M&M's, il y a du lactosérum dans les M&M's. Il y a des poudres de protéines pour les sportifs qui sont à base de lactosérum. Enfin, il y a déjà des marchés en fait établis pour le lactosérum. Et peut-être qu'à un moment donné, ça dépend du contexte local, mais il y aura des endroits où ça va plafonner assez vite, qu'on n'aura pas forcément accès au lactosérum. Donc, ouais, ce serait hyper intéressant de pouvoir faire aussi de la R&D sur d'autres substrats et pour pouvoir après trouver une solution qui soit à chaque fois mise en relation avec les contextes locaux de différents endroits, quoi. Voilà. Oui, c'est exactement. Et puis moi, c'est ça qui me passionne, si tu veux, c'est que en fait, quelque part, tu peux dire que chaque région peut résoudre ses problèmes à sa façon. Et puis, pour moi, c'est le paradigme le plus important qu'on doit changer parce que ça fait 300 ans que, que les gens qui financent courent après le fantasme de la méga factory, tu vois. Leur fantasme, c'est de faire une usine dans le monde gigantesque qui fait un produit de façon optimale. Mais
ces imbéciles, ils ne se rendent pas compte de ce que ça implique et que c'est complètement stupide. Complètement fragile à l'échelle du monde. Bah Il suffit oui. qu'il y ait un Alors, pépin à supply chain. alors et c'est bon. justement, pour rebondir là-dessus, parce que tout à l'heure, j'étais avec Florian, il était parti, là, il est revenu. Il peut se présenter. En fait, il travaille justement sur un projet pour cultiver des algues à la maison, en fait, faire son propre carburant dans sa cuisine. Attends, parce qu'en fait, là, on est deux sur le truc. Attends, c'est bon? Attends, allô? Vous m'entendez? Allô, on t'entend. Oui, on t'entend, c'est bon, Florian. Oui, on t'entend. Bah, en fait, en fait, je peux répondre à Guillaume tout de suite, en fait, parce que, ouais, bien sûr, c'est une enzyme qui fait ça. Enfin, moi, j'avais, en fait, j'ai fait école d'ingénieur et en fait, en quatrième année, c'était rigolo, il y avait un projet j'étais en quelle spécialité? J'étais pas en chimie, mais en génie des procédés. Et on avait un projet à faire et à un moment donné, c'était marqué ouais, produire de l'hydrogène avec des algues. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à comment on peut créer de l'hydrogène ou de l'énergie à partir de végétaux. Et en fait, mon prof, il m'avait dit non, non, ça fait 15 ans qu'on ne le fait plus parce que je sais pas, ça a été abandonné comme projet de toute façon. Donc, j'ai quand même fait mes recherches dessus. Et en fait, Parle moins vite parce que sinon on t'entend mal, n'est-ce pas? D'accord, pardon. Ok, Oui. pardon. Oui, Et ouais. ok, pas de souci, je vais baisser le rythme. Et du coup, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un projet qui avait été porté par des universités aux États-Unis et ils avaient calculé, en fait, il y avait en 2006 à Berkeley, il me semble, ils avaient fait une étude où ils montraient en fait que si on remplaçait tout le pétrole mondial par de l'hydrogène par ce procédé avec les algues, eh bien, en fait, il faudrait des bassins de la taille du Texas. Donc, ça fait quand même pas mal. Mais voilà, en fait, alors il y a un rendement, en fait, si vous voulez. Ces algues, en fait, elles cassent les molécules d'hydrogène, en fait, en balançant une enzyme dans l'eau qui s'appelle l'hydrogénase. Elle porte bien son nom. Donc, voilà, elle casse la molécule d'H2O, ou alors je crois qu'elle récupère peut-être les ions H3O+, je ne me souviens plus. Mais c'est l'un des deux. Et donc voilà, donc cette enzyme elle sert à ça. Et en fait, voilà, ces algues, en fait, quand elles sont stressées, elles balancent de l'hydrogénase. En fait, ce procédé naturel. Ah, pardon. Ce procédé naturel en fait, il se produit en fait déjà dans les océans partout. En fait, c'est juste qu'il est tellement faible en fait qu'il est quasiment imperceptible. Je crois que le rendement est de 0,1%. Mais quand on stresse les algues et qu'on les met dans, alors je crois qu'il faut qu'elles aient aucun oxygène et aucun soufre. Bah ouais, c'est ça en fait, parce que ça c'est les ions en fait qui font SO2 et CO2. Donc voilà, donc il faut pas qu'elles aient ni de soufre ni d'oxygène. Et ensuite, et en fait, il y a l'hydrogénase qui est libérée, et du coup, ça casse les molécules d'H2O. Et en fait, on peut obtenir un rendement de 20%, il me semble, avec ces procédés en laboratoire. Et il faut au moins un rendement de 10% pour que ce soit rentable énergétiquement. Donc on n'est pas trop mal. Et donc voilà, donc c'est aux États-Unis que ça a été fait. Et donc voilà, je me dis, en fait, voilà, je suis en train de bosser sur un projet d'algues là en ce moment, de faire des algues à la maison pour faire du biofuel. Mais en vrai, je me dis, ouais, pourquoi pas un jour faire de l'hydrogène avec ce même procédé. Bon, même s'il faut quand même plus faire attention parce que bon, c'est pas comme s'il y avait jamais eu de problème dans l'histoire de l'humanité en cramant de l'oxygène et de l'hydrogène. Mais voilà, donc c'est une possibilité. Puis ouais, je m'intéresse à l'hydrogène parce que enfin, moi, c'est surtout sur les moteurs, en fait, parce que je sais qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est avec des piles à combustible. Et moi, en fait, ça m'emmerde. J'aimerais bien faire une voiture avec des moteurs à combustion avec de l'hydrogène. Alors oui, il y a tout le monde qui dit oui, l'hydrogène, c'est corrosif, machin chouette. Moi, je m'en fous, en fait. J'ai vraiment envie de faire ça. Et C'est parce ce qu'en qui fait, fait Vincent, Florian, c'est ce qui fait Vincent. T'étais pas là, mais pas de ah, souci. bah génial, en fait. Désolé, je suis arrivé en retard. Ah bah c'est trop bien alors du coup. S'il y a c'est des moteurs à combustion, des moteurs à combustion avec de l'hydrogène, ça m'intéresse hein, parce qu'en vrai, franchement, quand on sait que hydrogène plus oxygène, c'est la réaction chimique la plus exothermique de l'univers, alors en fait, je me dis, c'est con de mettre une pile à combustible et de récupérer un électron. Enfin, moi, je trouve que c'est simple. Mais voilà. Voilà. Si tu regardes après la vidéo, tu vas voir. D'accord, ok. Bah, je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard. C'est Non, vrai non, qu'on non, non, on non, a c'est voulu pas faire un peu grave. 350 Écoute, ans. non, on est là pour Et on a ça. fait. Si Pas de tu veux, ce qu'on problème. a fait, c'est qu'on a un bon d'essai, on a fabriqué un bon d'essai qu'on a complètement fait nous-mêmes pour développer des moteurs hydrogène. Donc en fait, on a deux bons d'essai qui nous permettent
de travailler sur 2 moteurs différents pratiquement en même temps. Et puis la caractéristique, c'est un des seuls bancs en Europe où on peut travailler aussi bien sur des petits moteurs que sur des gros moteurs. Alors actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une moto 250 cm3 qu'on a convertie à l'hydrogène. Donc celle-là, elle fonctionne. Maintenant, il y a des étudiants qui travaillent sur tu vois, il n'y a pas beaucoup de place sur une moto. Alors, ils sont en train de faire des réservoirs pour mettre l'hydrogène dedans. Et puis, le prochain moteur, c'est un machin monstrueux. C'est un 12 litres pour équiper un bus parce qu'il y a on a réussi à convaincre la flotte de transports publics locaux que la prochaine flotte de bus qu'ils vont acheter pour le transport régional, il sera équipé avec notre moteur à hydrogène. Et puis donc du coup, ah oui, mais c'est génial quoi. Quand tu travailles à une échelle locale, tu arrives à créer des effets de levier que tu n'arrives pas avec un État, même comme comme la Suisse, tu vois. Parce qu'en fait, typiquement, j'étais ce matin à une réunion à l'Office fédéral des transports, et puis on leur a demandé une subvention, et en fait, on s'est fait couler notre subvention par l'Office fédéral de l'énergie, qui est dans la doxa actuelle, qui est de dire il faut acheter des batteries aux Chinois et puis il faut les mettre en œuvre avec des moteurs électriques qui sont aussi fabriqués, etc. etc. Et puis ça, pour moi, ça remet de l'énergie et de la quantité de mouvement dont le phénomène de globalisation et puis dont on paye tous les pots cassés. Donc pour moi, il faut revenir à une économie locale, mais pour tout, y compris les voitures, les circuits imprimés, les machins, etc. Et puis j'étais heureux, il y a 2 semaines, j'ai appris qu'en France, il y avait une boîte qui s'appelle, c'est un nom, je ne sais plus, Gazelle ou Guépard ou je ne sais plus, une petite boîte qui a fabriqué une voiture. Je crois qu'ils en sont au prototype, mais ils ont fabriqué une voiture qui pèse à peu près 900 kilos. Donc, tu vois, on retombe sur les poids raisonnables qu'avaient les petites voitures comme la Golf, la R5, enfin, tous ces trucs-là. Et puis, et en fait, ils ont développé un concept de micro-usine. Et au lieu d'avoir une usine centralisée, en fait, c'est des micro-usines qui sont réparties un peu partout, là où il faut. Et pour moi, si tu veux, ça, c'est la clé industrielle régionale. Pourquoi? Parce que si tu produis dans des micro-usines régionales, ou des réseaux d'artisans, hein, tu peux aussi, tu n'es pas obligé de faire un truc complètement dédié, mais tu peux très très bien faire quelque chose je dirais, de plus construit en travaillant sur des réseaux. Et ben, à ce moment-là, tu arrives quelque part à créer les conditions d'une économie circulaire et aussi d'une recyclabilité, parce que si c'est construit localement, quand tu as un problème, ben, c'est retour à l'expéditeur, c'est-à-dire en fait, c'est la micro-usine, après, elle va s'occuper de réparer, de mettre à jour, etc., etc. Donc, tu peux faire des choses qui sont beaucoup plus intelligentes que ce qui est fait, que ce qui est fait actuellement. Et tout, je pense que tout va être décentralisé. Les monnaies, fourniture de la nourriture, presque tout, même la mobilité. C'est Et une évidence. exactement. Exactement. Et puis, en fait, j'aimerais aussi partager avec vous deux, trois choses qui me semblent importantes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des réseaux Solaris. Si, ça me dit quelque chose. Alors, c'est juste pour résumer en 2 mots, c'est une initiative qui date de septembre de l'année passée, qui vient du sud-ouest de la France. Et puis, c'est des gens qui sont derrière, qui sont vraiment très, très sains d'esprit, et puis qui ont fait un truc qui a du sens. C'est-à-dire, en fait, ils se sont dit, OK, on a un système qui est centralisé et puis où on voit que dès qu'il y a un bateau qui se coince dans le canal de Suez, il y a tout qui branle aux manches. Donc, essayons de reprendre un petit peu la main au niveau local. Et moi, ça me semble être, si tu veux, un truc qui est super pour justement implanter une économie locale, une économie bleue, une monnaie locale, etc., etc. Pour l'instant, ils sont plus dans l'esprit de se dire, on regarde juste localement,
c'est quoi les compétences? Comment est-ce qu'on peut gérer la problématique de l'eau? Comment est-ce qu'on peut gérer le fait de pouvoir nourrir tout le monde sur un territoire donné en se débrouillant, en créant des liens entre les agriculteurs et puis les citadins, ouais, et cetera, et cetera. Donc en fait, ils mettent en place toute une série de choses qui permettent d'augmenter la résilience locale. Et ils sont très souvent aidés par les maires qui ont cette mission-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent un plan en cas de catastrophe ou de pénurie, etc., etc. Ils doivent pouvoir, mais en fait, ils n'ont pas les moyens et puis ils n'ont pas la possibilité de le faire. Donc en fait, ils s'organisent localement, y compris s'il y a des coupures d'Internet, ils mettent en place des réseaux de cibistes et puis comme ça, ils peuvent au moins Oui. communiquer. Et puis, si tu veux, alors c'est une initiative qui prend vraiment de l'ampleur. En Suisse, il commence à y en avoir un peu partout. Il y a un réseau suisse qui s'est formé. Puis maintenant, et c'est tout basé sur des cellules locales. Et puis Comment ça? l'idée, c'est qu'on a des cellules locales. Et puis ensuite, on a des thèmes qui sont partagés. Et puis, dans ces thèmes, en fait, quelque part, on regroupe les bonnes pratiques. Ah bah tiens, moi j'ai trouvé une technique, ou bien, ah bah tiens, je ne sais pas, telle plante qui pousse toute seule dans la forêt, vous pouvez la prendre, vous la cuisiner comme ça, puis vous pouvez la bouffer. Donc, en fait, c'est plein de recettes comme ça. Et puis, mais en fait, qui crée un lien local entre des gens, des compétences, et puis les gens comprennent que voilà, ils peuvent contribuer, et puis d'autres en fonction de leur spécialité. Donc ça, si tu veux, c'est un premier truc qui se met en place. Et puis c'était mardi, donc il y a 2 jours, il y a un truc qui est génial qui s'appelle le Manifeste pour la Nouvelle Terre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que c'est une initiative qui est plutôt germanique. Donc, elle est née finalement de gens qui parlaient allemand. Donc, c'était un peu entre l'Allemagne, l'Autriche et puis la Suisse alémanique. Et puis, je suis tombé là-dessus parce qu'en fait, il y a en Suisse une fille absolument fantastique qui s'appelle Christina von Dreyen. En fait, Dreyen, c'est l'endroit où elle habite. Et puis, elle a 20 ans et cette fille, elle a une sagesse, mais incroyable, quoi. Et puis, le manifeste, elle a contribué au manifeste pour une nouvelle terre. Et puis, le manifeste pour une nouvelle terre, c'est simplement quelque chose de rationnel qui nous permet d'aider la terre, d'aider l'humain. Il y avait d'ailleurs une série de médecins, dont Olivier Soulier, qui est un type que je respecte énormément, et puis qui a vraiment une idée de la médecine extrêmement intéressante, qui est médecin lui-même, hein. Et puis, qui disait soigner la terre, soigner l'homme, soigner la terre, les deux vont ensemble. Et puis le manifeste pour une nouvelle terre, en fait, c'est tout un ensemble d'actions qui permettent justement de changer les choses, de changer la donne. Et si tu veux, ça donne un terreau qui est extrêmement favorable au développement, à des développements locaux, et puis quelque part avoir une transversalité autour des thématiques qui nous réunissent, c'est-à-dire en fait le partage de bonnes pratiques. Et puis ça m'a fait tilt tout à l'heure parce que vous avez parlé d'humus. Je ne sais plus si c'est Jérémy qui avait parlé ou bien c'est toi, Guillaume. Et puis en fait, une grosse partie de ce qui concernait justement la terre, il disait, en fait, la première chose à faire, c'est de recréer l'humus, c'est-à-dire en fait de remettre en place une couche d'humus. La terre, elle va mettre 20 ou 30 ans à refaire la couche d'humus si on la laisse faire, mais si on l'aide intelligemment, on va pouvoir le faire beaucoup plus vite. Et puis plus vite on arrivera à le faire, plus vite on va augmenter la productivité des sols, on va augmenter la résilience, le captage CO2, etc. etc. Et j'avais rencontré Uwe Burka, qui est un des acteurs aussi suisse alémanique. Il habite pas très très loin de chez nous, Eloïsa, il est à Puydou. Et puis, et en fait, c'est un type absolument fantastique. Et voilà, donc en fait, le manifeste pour une nouvelle terre, c'est parti juste à partir de principes. Et puis cette semaine, ils ont fait une vidéo d'1 heure et demie. Je tâcherai de vous mettre le lien là dans la conversation, où pour chaque thème qu'ils avaient défini, ils ont mis en place des plans d'action. Mhm. Et puis, et ça passe partout, hein. Je veux dire, il y a la nourriture, l'éducation, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de chapitres. Et par exemple, sur l'éducation, il y a eu une mobilisation
mais qui est juste incroyable. Il y a, c'est en langue allemande. Alors j'ai la chance, je suis à Fribourg. Fribourg, c'est bilingue, c'est moitié français, moitié allemand. Je comprends un peu l'allemand. Ma grand-mère était suisse-alémanique, ça aide. Et en fait, ils ont créé un réseau qui s'appelle Kinder der Zukunft, les enfants du futur. Et c'est juste génial parce qu'ils cassent complètement les paradigmes de l'enseignement traditionnel qui ont été établis au 19e siècle pour faire des bons ouvriers puis des bons soldats, pour arriver à développer l'être humain à travers l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, le premier objectif, c'est que les gens se découvrent eux-mêmes, sachent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qui leur parle, sur quoi est-ce qu'ils veulent mettre leur énergie. Et puis ensuite, c'est de leur faire découvrir le monde, mais le monde tel qu'il est, pas le monde, pas une espèce d'image virtuelle du monde auquel on nous demande de croire et puis de faire confiance. Donc, il y a vraiment un tournant majeur qui est en train de se produire au niveau d'une prise de conscience. Et puis, vous en êtes la preuve vivante. À travers vos présentations, moi, je suis abasourdi. Ça me fait vachement plaisir. Je te remercie, Héloïsa, d'avoir organisé cette rencontre, parce que c'est juste génial ce que vous faites. Et puis, mais c'est ça, je veux dire, grâce à vous, on va pouvoir changer les choses. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous vivez en vous, vous avez compris, et vous mettez votre énergie là où il faut. Est-ce que Eloïsa, tu pourrais faire un groupe WhatsApp avec nous tous? Bien sûr, bien sûr. Je le fais. Dès qu'on coupe, on le fait parce que je trouve que aussi Théo avait des choses à dire. Peut-être qu'il ne veut pas le faire maintenant, mais ça m'intéresse. Je suis sûre que quand on se rencontre et on parle et on dit ce qu'on sent, ce qu'on est, ce qu'on veut, il y a des possibilités qui émergent. Hein. C'est pas question de... C'est pas un miracle. Il faut seulement se rassembler, quoi. Non, mais juste pour faire durer la conversation, comme ça Bien on peut laisser sûr. fermenter les idées pendant 2-3 jours, on peut Oui. remettre un message. Il y a plein de choses que j'aimerais bien vous dire encore plus tard. Donc, c'est pour ça que là, il va falloir filer. Mais si tu fais un petit groupe, ça serait génial parce que là, on peut rester en conversation et on peut se refaire un meeting dans un mois ou un truc pareil. Ou directement en Suisse. On vient tous chez toi, Héloïsa? Oui, oui, oui. Fais ça alors. Hein, vous savez que vous pouvez venir, on a de la place. Hein, si vous voulez, on fait un séminaire. Il faudrait que ça soit avant mi-avril parce que là, si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, j'irai en Argentine pour un mois pour lancer un peu cette démarche à Mendoza. Tu sais que j'ai Jérémy, tu sais que j'ai un petit vignoble à Mendoza qui va être libre. Et que je viens de faire commencer il y a 2 semaines un cours avec des gens qui sont à Mendoza et qui ont besoin d'un vignoble avec ces mesures-là, c'est 2 hectares, c'est incroyable. Et en plus, les gars, il est avocat, il peut faire le papier, il veut me payer en monnaie sociale de l'Argentine pour faire la procédure d'avoir les papiers officiels, hein, parce que c'est un vignoble que j'ai payé, mais il y avait quelqu'un qui était décédé, etc. Et on ne pouvait pas faire le papier. Bon, voilà. Le gars, il est spécialiste en ça. Tu vois? Donc, il faut le faire. Il faut le faire comme ça. Je fais le petit groupe et vous ajoutez tout ce que vous voulez, comme, disons, pas seulement le site web, etc., mais les questions et tout le partage qu'on puisse faire depuis là, vous savez. Hein? On a encore comment ça s'appelle? L'éco-village aux Canaries, elle marche. Quand je coupe, je vais faire un prêt à mon association à La Palma pour faire transporter une fille d'Azerbaïdjan à Turquie pour qu'elle prenne son avion pour La Palma, où elle va être pendant 6 mois. Donc, ça bouge tout le temps. C'est pas que... Non, rien ne s'arrête. Alors, dès que tu as besoin, Jérémy, tu pars et on continue l'enregistrement. De toute façon, je le mettrai sur ces petits groupes qui s'appellent la physique bleue. Comme ça, on garde le bleu. Ça va? Parfait. Bonne journée à tout le monde. Bonne soirée aussi. Ciao, ciao. Salut Jérémy, salut Léna.
Ciao, ciao. Et Théo, tu restes là? Il est avec mon téléphone, mais Comme il tu se met veux. pas sur l'enceinte. Ouais, après ça fait résonance après. Mais vas-y, Sinon, mets-toi comme une tu chaise. veux, mais simplement, si vous voulez faire un petit tour, bon, je partage complètement ce que Vincent a dit. En plus, il faut que je raconte à Vincent pourquoi j'avais dit il faut que je recontacte Vincent. C'était Florian le coupable parce que en fait, Théo lui avait dit que j'avais une maison formidable avec la vue sur le lac, etc. Pour faire une rencontre de 20 personnes, je dis, bah, 20 personnes, on est un peu coincé. Chez moi, je peux avoir 10, 15, tu vois, c'est un salon, mais c'est tout petit finalement. Mais je connais quelqu'un Ben, qui travaille à Fribourg, et, et alors là, j'ai commencé à chercher tous mes Vincent. ah, mais écoute, Voilà, c'est comme ça. ah oui, Et mais alors, oui, il n'y a j'ai pas de eu problème, hein. l'hydrogène et tout, non, mais j'ai dit, on peut faire Mhm. comme vous voulez, hein, mais vraiment, c'est-à-dire ma maison, en plus, il est vrai que pendant le mois que je serai en Amérique du Sud, la maison va être à disposition si jamais vous voulez venir pour n'importe quoi. Il faut seulement soigner. J'ai une girafe en plastique dehors, en laine de verre, et un petit oiseau là qui n'ont pas beaucoup de soins à faire. Hein. C'est mieux qu'un chat, mais parce que c'est des cadeaux. Mais si vous voulez, la maison, évidemment, elle est à la disposition de toutes ces rencontres qui servent justement à mettre les gens en rapport pour voir où est la vraie richesse, n'est-ce pas? Et on n'arrête pas là, mais souvent on démarre là. Et je vois ça toutes les semaines. Hein. Je vous dis, toutes les semaines, je vois, comme je dis, c'est une usine de joie, ce processus que j'ai entamé depuis 2 ans. Et ça s'appelle comme ça, le travail que je vais présenter bientôt, c'est une petite vidéo tout courte qui s'appelle Les filles de la pandémie ou l'usine de joie. Pourquoi? Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ont compris on peut aller au-delà de ce qu'on a simplement. Et c'est, comme je disais avant ça, de la même façon que j'ai cet algorithme qui consiste à dire qui je suis, où je veux aller et qu'est-ce que j'ai. Et si on fait ça multiplié par 50, on aura une surprise énorme, on aura plus de 150 possibilités d'interaction immédiate, n'est-ce pas? Et je suis sûre que ça, c'est la nature de l'espèce. Hein? Elle n'est pas autre chose, simplement, elle est oubliée peut-être. Il faut comme on dit, si on aide un tout petit peu que l'humus se fasse plus vite, on provoque une réaction à beaucoup plus grande échelle, n'est-ce pas? Et c'est un peu ça que je voulais dire. Si jamais Théo, je ne sais pas si tu veux ou qui veut faire encore un petit tour, tout en disant que je ferai le groupe et on mettra les sites web avec de petites explications ou pas. Et ensuite, on fera ça. On pourra se donner 2 ou 3 semaines, même la continuité, parce que chacun aura son propre rythme, n'est-ce pas, pour faire une rencontre qui pourrait être un été. Un été, c'est sûr que ça peut être là sans problème. J'estime que je vais être. D'ailleurs, je vais être à Fribourg aussi, mais de toute façon, je serai peut-être absente entre mi-avril et fin mai. Avant mi-avril, le 20 avril, je serai là. Et bon, vous pouvez compter sur ma maison pour qu'on se réunisse et aussi pour continuer à... Je vais vous transmettre cette démarche qu'on n'a pas fait aujourd'hui parce que c'était très, très, très accidenté. Au départ, c'était moi et Jérémy tout seul, et puis après, vous êtes arrivés comme ça. Mais je vais vous dire ça pour voir si ça vous dit quelque chose, si ça vous aide, parce que ça, à mon avis, ça prend quand même un tournant qui est très utile dans notre façon de vivre d'abord, mais en plus dans notre profession et dans nos rapports sociaux de proximité.
hein, c'est-à-dire là, la famille, le quartier, les amis, etc., ça touche aussi. Et je trouve que ça pourrait être, c'est pas traduit au français, donc je ne le ferai pas tout de suite. Je viens de recevoir une lettre de mon petit enfant le plus petit, et qui est comme à titre de départ, je voulais vous lire, c'est tout court. J'ai publié un livre qui s'appelle Futur sans frontières, les monnaies sociales et d'autres urgences de notre temps. Et donc, ça, il a été présenté il y a 5 ans en Espagne et puis en Argentine. Et puis, comme mes petits-enfants, qui sont 8, ont été les vrais conférenciers, ils étaient dans une table avec moi et je leur demandais des idées qu'ils avaient à propos de l'avenir, qu'est-ce que c'était l'avenir pour eux, etc. Et chacun disait une chose, n'est-ce pas? Bon, ils ont grandi de 5 ans. Ils ont maintenant, celui qui avait 14, qui a 14, il avait donc 9 ans, et comme ça, n'est-ce pas? Alors, celui qui va avoir 14, il m'a dit, parce que je lui ai demandé, il y a 5 ans qui se sont passés depuis ce jour où vous avez été le conférencier de la présentation de mon livre en Argentine. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu te verras, comment tu te vois dans 5 ans? Alors, je vous traduis à peu près, hein, comme ça, parce que c'est en espagnol. Dans 5 ans, j'aurai 19 et je me vois un étudiant, une carrière que j'aime bien, pas forcément à l'université. Je me vois déménageant en demeurant avec un groupe d'amis et en travaillant à mi-temps, ce qui est impensable hein, pour les gens de la génération de mes petits-enfants, ce n'est pas envisageable. Ils n'ont pas besoin de travailler, mais il ne peut pas penser qu'il va vivre de ses parents, ce qui se trouve déjà formidable. Avec un travail à mi-temps qui me permet de sortir et de jouir de ma jeunesse dans un monde propre et sans peur de chercher un autre endroit en dehors de cette planète à cause de la dégradation et la contamination. Il me paraît que pour que ce futur soit probable, il est très possible, il est très important et qu'on commence à prendre soin de la planète et à choisir intelligemment tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Et surtout, je me demande comment il serait possible de penser que dans les 5 prochaines années, les leaders mondiaux seront autres. Comment on pourrait faire pour combattre à ceux qui jusqu'à présent n'ont fait autre chose que endommager la vie dans la planète et faire aux gens comprendre qu'on ne voit pas encore la taille, la grandeur du problème de l'environnement et qu'on on ne peut pas trouver une solution que si on travaille incessamment tous ensemble. Alors, j'étais incroyablement émue. Je suis sûre qu'il n'a jamais parlé de ces choses avec ses parents, mais par contre, je sais que la place de grand-mère, elle est spéciale. Non? En plus, j'ai un très bon rapport avec tous mes petits-enfants. Et donc, je dis, je crois à ça. Bon, et c'est pour ça que on est là, hein, avec Vincent. On est plus la génération des grands-parents, mais vous pas. Vous êtes la génération de nos enfants ou petits-enfants, selon, n'est-ce pas? Peu importe, mais je dis, et c'est donc pour ça. Et je trouve qu'il y a de façon, c'est-à-dire qu'on a été domestiqué avec des façons de penser cartésiennes en France, en Suisse, pareil, n'est-ce pas? Peut-être en Amérique latine, on a été un peu moins, mais même comme ça, on est assez globalisé dans ce sens-là. Hier, j'ai fini une conférence dans une campagne pour un curriculum global de l'économie sociale et solidaire, tout en disant que je comptais bien sortir de là avec une proposition qui niait l'existence de ces groupes en disant
je préfère vous inviter à construire, à bâtir un curriculum local. Je n'ai pas dit radical local, mais local pour le bien vivre. Bon, moi c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous laisse la parole, comme on fait normalement, à vous. Merci beaucoup, Héloïsa, déjà pour voilà, avoir ces rencontres. Je suis content. Vincent, je ne connaissais pas, Guillaume et Jérémy, on se connaissait, mais bon, c'est vrai que voilà, c'est bien d'avoir. Et en tous les cas, moi je pense que le printemps va être formidable. Il y a de plus en plus de collectifs qui grossissent. Alors ça reste un peu chaotique parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu un manque de structure de partout parce que on a une époque où tout bouge très vite, donc il faut resserrer des trucs en permanence. Oui. Mais on tient un truc, quoi. Moi, je suis très confiant pour ce printemps. Là, si jamais il y en a que ça intéresse, nous, sur la Savoie, on a un lieu où pendant 12 jours, il est disponible pour accueillir 70 personnes. Pour l'instant, on est 3-4 dessus. On aimerait pouvoir faire un festival. C'est-à-dire que leur but, c'est de faire des festivals sur le thème de l'eau un peu durant tout l'été. Mais du 15 au 22 avril, on a ces 10-12 jours qui peuvent du coup permettre d'exprimer tout, absolument tout. Il y a 70 couchages. L'idée, c'est de faire un festival où les gens prennent un pass 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et chaque jour, il y a des intervenants, il y a des témoignages, il y a des présentations, il y a des ateliers de mise en relation. Enfin, l'idée étant que les gens repartent avec quelque chose de concret. Donc, soit des contacts en local pour pouvoir commencer à faire, soit des produits. Voilà, on commence à voir des choses qui s'incarnent dans la matière en termes d'outils utiles pour changer le monde, entre guillemets. Enfin, voilà, il y a tout un truc là-dessus. Et puis sinon, ouais, moi je suis bien d'accord aussi, comme j'ai dit, là, qu'on fasse un groupe et puis qu'on dise, voilà, on se voit tous les mois. Et puis l'idée, c'est voilà, c'est d'arriver à Plus près synchroniser. du micro. Oui, ouais, je disais, l'idée étant finalement d'arriver à se synchroniser les uns les autres. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et je trouve que ça serait très bien si on puisse se voir soit chez moi à 20 ou soit un savoir pour être plus nombreux. Mais aussi, à mon avis, ce qui a manqué peut-être dans la Super France, et ce n'était pas le but, mais maintenant, je trouve que c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre sur le terrain de projets concrets d'échelle du local et d'aspirations qui soient globales dans leur hyper-localisation. C'est-à-dire, ce qui est bon pour mon territoire doit être pas seulement une production matérielle, mais aussi une façon de trouver, de faire émerger les ressources. Donc, c'est une façon de penser, d'abord, planifier, agir, n'est-ce pas? Reconvertir, corriger, etc. C'est le cirque. Non, puis au-delà de ça, dans ce que tu dis, Héloïsa, c'est aussi un témoignage. À chaque fois qu'on fait quelque chose en local, c'est un témoignage de comme quoi c'est possible que ce soit fait et que ça peut être répliqué à d'autres endroits. Et moi, j'utilise pas mal cette métaphore-là, mais quand l'eau est boue, elle commence d'abord à un endroit, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre, puis ça te propage toute la casserole. Et puis au final, on a un changement d'état, on passe de l'eau liquide à l'eau gazeuse. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans, en fait, en pleine transformation, parce qu'on passe d'un modèle qui était pyramidal, hiérarchique, où on faisait où tout partait d'en haut et puis ça revenait en bas. Et là, en fait, avec Internet notamment et tous ces réseaux qui se constituent, finalement, on a une information qui est beaucoup plus diffuse, qui va beaucoup plus vite. On a des effets de catalyse, pour parler un petit peu de ça, qui sont aussi beaucoup plus rapides. Et donc, voilà, ça rejoint ce que disait aussi Théo. Les changements se font beaucoup plus rapidement. Et il faut en permanence ajuster le fil. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, il y aura une synchronisation un peu de tout ça. Et là, ce sera vraiment beau. Mais c'est le processus, hein, c'est comme ça. comme ça. On est en cours. Celles et ceux qui ont des idées, avec notamment le collectif de la Vague, là, ils ont un vivier de plusieurs centaines de personnes qui veulent se mettre en fait en tant qu'indépendants dans un nouveau métier, un métier qui pourrait être utile, etc. Et nous, de notre côté, on a plein de terrains à disposition, mais clairement, à part avoir les gens au téléphone et visiter leur terrain, on est limité parce que opérationnellement, on n'a personne.
Et paradoxalement, il y a ce vivier de personnes qui cherchent à… Voilà. Donc, pour moi, c'est le truc qui reste à activer. Donc, si jamais vous avez des idées, des solutions pour pouvoir initier ça, bah, je suis preneur. Et puis, bah, voilà. On fera quelque chose, hein. Dans les prochains mois, je suis sûre qu'on aura beaucoup plus d'ampleur pour faire des offres et pour faire ce que Vincent a dit, n'est-ce pas, que pour cette démarche de l'hydrogène, il n'a fallu que 15 000 euros, misérables euros, qui ont démarré le processus. Et je trouve que c'est bien ça que je suis censée de faire disons ce qu'on appelle en Suisse avec beaucoup de pompes ma fortune. Ma fortune est cette maison. Alors, je suis absolument porteuse de l'investir dans des projets pour que tout ça soit possible. Et je ferai mon mieux pour avoir cette fondation abritée qui garde la maison après ma mort et qui me donne l'argent tout de suite. Je cherche ça. J'ai fait des contacts, Vincent, avec des fondations. Ils ne m'ont pas encore répondu, mais j'ai dit que ça, en France, ça, c'est une façon d'acheter des maisons par des prix un peu moins chers. Mais apparemment, évidemment, une fondation du bien public, si elle est de bien public, elle l'achèterait par sa valeur vraie, n'est-ce pas? Parce que elle va être investie dans des bonnes causes. Et les bonnes causes sont tous ces projets desquels vous êtes porteur. Hein. Ça, c'est pas question. Il ne faut pas chercher très loin. D'accord? C'est super. Ouais, Voilà, super. je vais devoir y aller parce que j'ai un autre truc derrière. Mais Oui, oui, non, en tout sans cas, problème. merci. Sans problème. Ouais. On garde Moi, je le voulais juste contact. demander. Oui. Ouais. Moi, je voulais juste demander un truc à Vincent, parce que ouais, j'ai vu que tu avais parlé de Marc-Henri, parce qu'en vrai, c'est vrai que ouais, Marc-Henri, on a organisé un événement avec Théo en décembre, et on l'avait invité, donc il était venu. Mais je voulais juste savoir, en fait, parce que bon, là, en fait, c'est vrai que, comment dire, en fait, là, je suis en train de finir mon école d'ingénieur, en fait, il me manque un stage de fin d'études. Donc voilà, donc j'ai fait des demandes auprès d'Idriss Aberkan notamment, deux, trois par-ci par-là sur des projets qui m'intéressent. Euh, Enfin, sinon, en fait, sinon, je fais mon stage en entrepreneuriat avec mon projet avec les algues et le biofuel. Mais en fait, voilà, je voulais savoir si jamais, enfin, moi, travailler avec l'hydrogène, moi, ça me plairait beaucoup. Donc voilà, si jamais il y avait un stage pour un ingénieur motivé pour faire des choses un peu intéressantes. Voilà, Mais, voilà. écoute, J'en suis monté à la mer. ça se construit, hein. Il n'y a pas de problème. Tu m'envoies tes coordonnées, ton CV, puis moi, je regarde comment est-ce qu'on peut faire ça possible. Ce serait chouette, en effet, parce que comme ça te permettra déjà de voir ce qu'on fait ici et puis de stimuler finalement les réflexions. Et puis par rapport à ce que tu disais, Eloïsa, en fait, ici à Fribourg, des salles, j'en ai plein, surtout pendant les vacances d'été, parce qu'il n'y a plus d'étudiants. Oui. Donc là, on a carrément l'auditoire, on peut mettre 150 personnes dedans. Donc pour organiser des conférences, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Peut-être la prochaine fois qu'on se rencontre, je pourrais inviter Sofia Marazzi. Sofia Marazzi, elle a une formation en lettres. Elle est passionnée d'ingénierie et puis en fait, elle coordonne toutes les activités qui ont trait au développement durable à l'école. Et puis en fait, on est très très en phase avec elle. Et puis, je dirais, de ce que j'ai observé, nous, on essaye de faire des actions concrètes. Et Oui. depuis le tour de Super France et puis Suisse de cœur, moi, j'étais passionné par cette idée d'économie bleue. Ça m'a marqué. J'ai écrit au politicien local qui s'occupait de notre dédicastère. Il a dit, j'ai acheté le livre de Günther et je suis en train de le lire. Donc, il y a vraiment un intérêt ici. Et puis, et vraiment, j'étais dans des démarches opérationnelles. Et j'étais complètement frustré de voir que, je dirais, ce qui se passe au niveau de l'administration, c'est qu'en fait, le développement durable, c'est devenu une espèce d'usine à papier. Les Nations Unies ont créé les objectifs du développement durable. Et c'est un machin où on se
faire et où c'est surtout fait pour ne rien faire. Et puis, alors moi, je me suis énervé plusieurs fois, j'ai secoué le cocotier, etc. Et puis, j'ai dit ce que je pensais à qui voulait bien l'entendre. Enfin, j'ai remué dans les brancards et puis tout d'un coup, je crois que j'ai fait mouche parce que j'ai dit, mais écoutez les gars, tous ces trucs-là, l'économie bleue, le développement durable, etc., c'est des trucs qu'on fait faux maintenant. Donc, en fait, il n'y a personne qui a de l'expérience. Donc, si on ne fait pas tout de suite, maintenant, des choses avec les étudiants, parce que les étudiants, ils n'ont pas plus d'expérience que nous, et nous, on n'en a pas plus qu'eux. Donc, on construit quelque chose ensemble, puis après, on aura quelque chose à transmettre. Mais si on fait pas, si on démarre pas des actions concrètes, on fera jamais rien, on sera jamais capable de rien faire et tout va rester comme avant. Donc, alors ça donnait un peu un coup de pied dans dans la fourmilière. Et Ouais. puis, tout d'un coup, on, on est en train de se rendre compte qu'ici, ah bah tiens, si on réfléchissait un peu à ce qu'on pourrait mettre sur pied, et à commencer à mettre en place des indicateurs, de mesurer ci, de mesurer ça, etc. Et puis, donc, c'est quelque chose qui commence à bouger. Et je pense que quelque part, on doit se mettre en réseau les gens de bonne volonté qui sont actifs là-dedans. Parce que, je veux dire, est-ce que vous avez, ce que chacun d'entre vous avait partagé aujourd'hui montre que vous êtes en train d'acquérir par vous-même une expérience dans des domaines qui sont très différents. Et puis quand on les partage comme ça, ben, ça enrichit l'esprit, ça donne du courage parce qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à lutter. Et puis en même temps, ça fourmille d'idées et au fur et à mesure des rencontres, ben, en fait, quelque part, ben, c'est toujours la même chose quand on a la tête dans le guidon, on a de la peine à voir un peu ce qu'il y a autour, et puis les autres vont nous aider à réfléchir. Donc, moi, je pense qu'en effet, et ce que Théo disait, c'était ça que je voulais surtout vous dire, c'est que en fait, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on va introduire le développement durable dans l'enseignement? Et puis, la conclusion à laquelle je suis arrivé après une année d'échange avec une personne formidable qui s'occupe justement de stimuler les enseignants pour introduire l'enseignement du développement durable, pour nous tenir au courant de tout ce qui se passe au niveau du développement durable un peu partout, eh bien, après une année, je suis arrivé à la conclusion que c'était dans l'organisation. C'est-à-dire, en fait, c'est l'organisation des gens entre eux, c'est l'organisation des problèmes, c'est-à-dire, en fait, apprendre à regarder quelque chose, à structurer le problème, à comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces bêtises que l'on observe, et puis qu'on ne voit même plus. C'est-à-dire, en fait, on est tellement habitué à ce qu'il y ait des bêtises qu'on n'est plus capable de les voir. Mais justement, c'est de s'entraîner à porter un autre regard sur les choses et puis à identifier quel est le problème, d'où est-ce qu'il vient et comment est-ce qu'on peut changer, mais radicalement, les choses pour supprimer le problème. Pour supprimer le problème. Et puis ça, on sait, la direction, on sait que il faut qu'on réfléchisse différemment. Il faut qu'on se rapproche de la nature, qu'on comprenne ce que c'est la nature. On a eu un workshop et puis il y avait une question qui était posée sur un tableau en disant comment est-ce qu'on peut faire pour limiter la pollution, etc. Ben, en fait, quelque part, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du respect des uns envers les autres. Et puis, si on dit, ben voilà, il y a les êtres humains, on doit être respectueux envers tous les êtres humains, et puis on étend ce respect aux êtres vivants, et puis peut-être qu'on pourrait dire que la Terre, c'est un être planétaire. Et puis si entre êtres, on a le même respect les uns envers les autres, eh bien, en fait, on va appliquer quelque part les mêmes règles. Il n'y a pas besoin d'en construire de nouvelles. On construit là-dessus. On construit sur ce respect. Et puis, on utilise notre imagination, notre créativité. On utilise nos rêves. On essaye de rêver ensemble de telle façon à ce que, quand on rêve ensemble, il se passe des choses. Il se passe des choses et puis ça facilite la création. Je dis toujours à mes étudiants, dès le moment où vous êtes capable de rêver, eh bien, vous êtes capable de visualiser. Vous visualisez le futur, vous partagez vos rêves, d'autres vont rêver avec vous, vont apporter leur créativité, puis ensemble, vous allez consolider quelque chose qui va apparaître. Parce qu'à partir du moment où on est capable de rêver quelque chose, on est capable de le construire.
Vous voyez le machin derrière, là, moi j'y rêve depuis un moment. Hein. C'est dit, Ouais, c'est pour ça, ça finit comme ça commence, j'ai l'impression, mais c'est pour ça que tout était déjà dit. Tout était déjà dit avec la première parole. Oui, oui, c'est comme Ouais. ça. Tout à fait. Bah, on a là, donc avec Idriss, on a fait ensemble une masterclass sur la biologie et la bio-inspiration et on parle justement, effectivement, il y a des scientifiques qui sont intéressés à la question et donc il y a en science l'hypothèse Gaïa qui est qu'effectivement, bah, la planète, elle a aussi, au travers de ses cycles biochimiques et tout, un phénomène d'homéostasie comme un organisme. Donc elle se régule, etc. Et effectivement, je suis d'accord, ça passe par le respect, ça passe par la mise en réseau, ça passe par un terme qui me démange à chaque fois que tu parles de ça, Vincent, c'est la sérendipité. Le fait de faire des découvertes inattendues, mais qui sont tellement précieuses. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a perdu dans nos sociétés. On est toujours dans un affairisme, mais faut pas oublier que il y a tout un tas d'innovations qui ont traversé les siècles. Hein. Je pense par exemple à la soie, je pense à la création du vin, les fromages, etc., qui sont des choses en fait qui sont apparues dans l'histoire par totale sérendipité. Et effectivement, le fait de bousculer les idées des uns et des autres, comme disait Eloïsa, de les mettre ensemble et de créer finalement ces effets multiplicateurs dans l'échange. Toi, qu'est-ce que tu cherches? Moi, où est-ce que je vais? Bah, c'est ça la clé, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mhm. Bon, Voilà. ça va, Florian et Théo, ça vous va? On peut couper Ouais, maintenant. bah, c'était super, hein, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment un plaisir. Je vais faire tout de suite le petit groupe. Vous préférez sur Telegram ou WhatsApp? C'est pareil? Ah, Moi, je préfère Telegram. Oui, moi aussi. Telegram. Ouais, je préfère Telegram aussi. Ouais. Alors, on fait sur Telegram, sans problème. On fait sur Telegram. Parfait. C'est bon? C'est comme ça. Alors, à bientôt. Cool. Une dernière demande, peut-être Florian ou peut-être Vincent, je ne t'exclus pas à cause de la génération. Mais je dis, est-ce que vous savez quel est le programme avec lequel je peux prendre un texte audio et passer en parole? Il y a quelque chose comme faire extraire le texte de cette conversation, par exemple. Vous savez faire ça? Il y a, ouais, il y a Théo qui me parle de Wave. Ah ouais, WAV. Je sais pas, c'est Théo qui vient de me souffler ça. Comment il s'appelle? Wave, WAV. Ah, et qu'est-ce qu'on fait quoi? On met et on sort le texte, c'est ça? Que ça? Ouais, c'est un fichier. Ouais, faut que tu mettes un fichier audio. Fichier audio, d'accord. Ouais, un fichier audio et normalement c'est censé être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un format. Ouais, bah en format Wave. Ouais, c'est ça. Ok, je vais essayer. Si ça ne marche pas, je vous téléphone. Ça va? Je vous Ouais, carrément. Ouais. Bien. Au revoir. Allez, salut à tous, bientôt. bonne journée. Ouais, bonne soirée à tous.